Dans ce magnifique atelier de Luthier pour cette quatrième année de la nuit de la littérature. Je rappelle brièvement le principe. C'est 18 auteurs à 18 endroits différents, tout au long de la coulée verte, dans tous les cas tout près, avec des lectures, des rencontres à chaque heure pleine. Chaque rencontre en fait se déroule de la façon suivante. D'abord, on a une vingtaine de minutes à peu près de lecture d'extraits, suivi d'une vingtaine de minutes pour éventuellement échanger avec les auteurs. Et ensuite, donc, il y a le temps de se déplacer pour, si vous le souhaitez, voir d'autres séances juste à côté. Il y a des petites brochures à l'entrée, si vous ne l'avez pas encore, servez-vous. Donc il y a la liste des auteurs, bien sûr, et aussi un petit plan pour voir qui se trouve où. Voilà, c'est assez pratique et clair, je pense. Ici, nous sommes en compagnie du romancier, poète, essayiste tchèque Michal Ajvaz. Je le salue, c'est un grand plaisir de l'avoir parmi nous. Un peu à l'occasion de la parution d'une traduction de son roman L'autre ville, paru aux éditions de Grenoble. Je salue la présence du traducteur, Benoît Meunier. Voilà, que vous dire d'autre? Il y a des petites informations biographiques sur l'auteur aussi à l'entrée, donc je ne vais pas trop perdre de temps en vous le présentant longuement. Je vous invite donc à y jeter un coup d'œil. Et on va peut-être tout de suite commencer par la lecture, avec d'abord un bref extrait en tchèque pour que vous ayez un peu la couleur de cette langue, et ensuite un extrait en français. Je to první kapitola, která se jmenuje Kniha ve fialové vazbě. V antikvariátu v Karlově ulici jsem procházel podél řad knižních hřbetů. Čas od času jsem se podíval skleněnou výlohou ven. Začalo hustě sněžit. S knihou v ruce jsem přes sklo pozoroval sněžné víry kroutící se před zdí salvátorského kostela. Vracel jsem se zase ke knize, vdechoval jsem její vůni. Nechal jsem pohled poletovat po stránkách a tu a tam jsem si přečetl fragment věty, který tajemně a oslnivě zazářil ve vytržené souvislosti. Nikam jsem nespěchal, byl jsem rád, že jsem v místnosti, kde je cítit příjemná vůně starých knih a kde je teplo a ticho, v němž je slyšet čelestění obracených stránek, jako vzdechy knih ze sna. Byl jsem rád, že nemusím do šera a sněhové vánice. Chapitre 1er, le livre à la reliure violette. Je déambulais parmi les rangées de livres d'un bouquiniste de la rue Karlova et par instant, je jetais un regard dehors à travers la vitrine. À présent, la neige tombait drue. Un ouvrage à la main, j'observais les flocons tourbillonner devant les murs de l'église Saint-Sauveur, puis je revenais au livre, j'en respirais le parfum. Je laissais mes yeux errer de page en page et lisais par endroits un fragment de phrase qui, tiré de son contexte, brillait d'un éclat aussi mystérieux qu'éblouissant. Je n'étais pas pressé. J'étais content de me trouver dans un endroit chaud, silencieux, un endroit qui fleurait bon l'odeur des vieux volumes et où le froissement des pages tournées évoquait les soupirs des livres rêvants. J'étais heureux enfin de ne pas avoir à affronter la pénombre et les bourrasques glacées qui régnaient au dehors. Je parcourais lentement du doigt la vague de volumes posés sur l'étagère quand j'effleurais un creux d'ombre situé entre un gros traité en français sur la richesse des nations et un autre dont le dos usé portait l'inscription « Geburtshilfe bei Rind und Pferd ». Au fond du creux, mon doigt rencontra un livre singulièrement doux. Je dus forcer un peu pour parvenir à extirper l'ouvrage dont la reliure violet sombre était en velours. Il ne comportait ni titre, ni nom d'auteur. Je l'ouvris, les pages étaient couvertes d'un alphabet inconnu. Je le feuilletai quelques instants, sans penser à rien. J'examinais les arabesques sinueuses qui couraient sur la page de garde et m'évoquaient des tourbillons de neige. Puis je refermai le volume et le glissai entre les deux traités savants. Entre-temps, ceux-ci avaient pris leurs aises et rempli l'espace laissé par le livre que j'avais retiré.
Aveugle aux joyaux qui brillent dans l'inconnu pays des recoins. D'ordinaire, nous ne quittons jamais le chemin de toute notre vie. Si nous le quittions, vers quel temple doré, perdu dans la jungle, serions-nous emportés? Quelle bête, quel monstre nous faudrait-il combattre? Sur quelles îles irions-nous oublier nos désirs même et nos projets? Que ce fût la danse fascinante des fantômes de neige derrière la vitre, ou l'amour empli d'ironie que j'avais de la fatalité née de mes échecs passés, l'antique peur des frontières franchies ne résonna que faiblement, comme par habitude, pour se taire aussitôt. Je ressortis le livre et l'ouvris à nouveau. Je scrutai les caractères indifférents et arrondis, hérissés de pointes acérées sur leur pourtour. Leurs formes étaient fermées, ou à demi fermées. Ils se serraient les uns contre les autres, convulsivement, à la fois pointés vers l'extérieur et comme violemment transpercés par des coins. À d'autres endroits, on aurait dit que les lettres bouffies se gonflaient sous l'effet de forces centrifuges. Je passai à la caisse pour payer le livre, le mis dans ma poche et sortis de la boutique. Dehors, la nuit était tombée et la neige vacillait dans le halo des réverbères. Une fois rentré chez moi, j'allumai la lampe posée près de la fenêtre, m'assis et me mis à examiner attentivement le livre. Je tournai lentement les pages qui émergèrent l'une après l'autre dans le faisceau lumineux comme sorties d'une eau noire. Quant aux caractères, bombés et épineux, ils s'étiraient en ligne tels des colliers magiques. Et dans le souffle qu'ils exhalaient, je sentais palpiter de sombres histoires qui se déroulaient dans des jungles et des villes aussi immenses qu'inextricables. Ça et là, je crus même voir briller une image surgie de ces contes. La face malveillante d'un adepte acharné de quelque hérésie fantastique, les pas silencieux d'un fauve se glissant la nuit au plus profond d'un palais, le geste inquiétant d'une main gantée de soie, ou encore un morceau de balustrade effrité, entreaperçu parmi les buissons d'un jardin. Je me rendis compte que le livre comportait plusieurs gravures. La première représentait une vaste place déserte où une sorte de symétrie onirique émanait des perpendiculaires abruptes et mélancoliques dessinés par les dalles disposées en damier. Au milieu de la place, un obélisque jaillissait d'un socle forgé d'un polyèdre régulier en pierre polue. De part et d'autre de l'obélisque, des fontaines à 3 étages crachaient une eau qui tombait de vasque en vasque, produisant sur l'image la sensation d'un volume creux et immobile. Sur les 3 côtés visibles, la place était bordée par les façades de palais dont les colonnades, hautes et monotones, s'élevaient au-dessus de marches régulières. Les ombres courtes et nettes laissaient deviner que la scène devait se jouer vers midi, pendant une chaude journée d'été, quelque part dans un pays du Sud. J'avais cru tout d'abord la place entièrement déserte, mais je remarquai bientôt plusieurs petites silhouettes insignifiantes au regard des bâtiments aux dimensions colossales et dont les traits se perdaient dans les hachures serrées censées représenter l'ombre baignant les arcades des 2 palais opposés. Près du mur du palais de gauche, sur les dalles de marbre, un jeune homme gisait sur le dos, bras écartés, tandis qu'un tigre se penchait sur lui, l'immobilisant de sa patte puissante et le mordant au cou. Le sang noir qui jaillissait de la blessure, maladroitement dessinée, ressemblait à un éventail ouvert. De l'autre côté de la place, au pied d'une des colonnes du palais de droite, un groupe d'hommes se prélassait tranquillement, fumant la pipe et jouant aux cartes. Soit ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait en face d'eux, soit ils n'en avaient cure. Un peu plus loin, entre les colonnes, se tenaient un homme et une femme,
D'un geste ample, l'homme désignait le tigre meurtrier au bout de la place vide et brûlante de soleil, tandis que la femme se tordait les mains de désespoir et levait les bras vers la voûte à caisson de la colonnade. La seconde gravure figurait la vue en coupe d'une huître perlière posée sur un fond boueux. Sur la troisième, on voyait une machine dont les différentes parties étaient reliées par un système compliqué de courroies et d'engrenages aux dents consciencieusement hachurées. Je laissai le livre ouvert sur la table, près de la fenêtre, et j'allais me coucher. Au moment où je fermais les yeux, les lettres bombées et épineuses surgirent de l'obscurité, les lignes qu'elles dessinaient s'enroulèrent et se tordirent jusqu'à se changer en tourbillons de neige vacillant dans la lumière des réverbères. Samozřejmě ten začátek je nádherný v tom, že ta kniha je bránou do jiného světa, nebo možná do světa, který je zrcadlem našeho světa, nevíme. Co pro vás představuje psaní? Má to nějakou funkci? Proč vlastně člověk vůbec píše? Pro mě to je něco tak samozřejmého, já vlastně píšu už nepřetržitě 30 let, že vlastně se mi na tu otázku strašně těžko jako odpovídat, jako když jsem mě zeptal, co mě představuje jídlo nebo spánek. C'est pour moi très difficile de répondre à ce genre de questions, en effet, puisque l'écriture est devenue une activité tellement naturelle pour moi, ça fait plus de 30 ans que je m'y adonne, que c'est devenu aussi naturel que de manger ou de dormir. Já nepíšu jenom beletry, píšu taky teoretické věci a vlastně teďka několik posledních let jsem se věnoval vlastně jenom teoretickému psaní a nepsal jsem nic, žádnou beletristickou knihu. Nicméně k mému životu patří, že ráno vstanu a pokud je to možné, pokud musím mít povinnosti dovolej, což většinou možný je, tak ráno vstanu a udělám si kafe a píšu. A vlastně já si nedovedu představit moje dopoledne nějak jinak, že bych je trávil než tím psaním. Když jako mám nějaké jiné povinnosti, tak jsem z toho dost jako vlastně nešťastný. A když jako nemám nic, tak prostě píšu. A když třeba jeden den skončím psaní knihy, tak vlastně příští den ráno začnu psát jako novou, protože já opravdu nevím, co bych si mám dopoledně asi počal. Alors il est vrai que ces derniers temps, j'ai parallèlement donc à mes œuvres littéraires, j'ai aussi écrit un certain nombre de textes théoriques ou d'essais. Et c'est le cas ces derniers temps, j'ai écrit plutôt des textes, des essais. Mais mon rythme de vie se présente de la façon suivante. Lorsque je n'ai pas d'obligation autre, chaque matin je me fais mon café et je m'assieds et j'écris. Toutes mes matinées se passent comme ça, je ne saurais imaginer passer mes matinées autrement. Et lorsque j'ai des obligations qui m'en empêchent, j'en suis malheureux, contrit. Et lorsqu'il m'arrive de terminer un texte, de terminer un livre un jour, le lendemain matin, je recommence à nouveau où je me mets à écrire, parfois sans but précis. Je ne saurais que faire de mon temps autrement. Já jsem říkal, že si teda udělám to kafe a že vstávám někdy tak celkem brzo. Ale ono to nejsou nějaké nepodstatné věci, protože vlastně tomu psaní se pojí jako strašná spousta nějakých rituálů a kdyby jako jeden tam nebyl, tak já mám pocit, že by se to celý jako nějakým způsobem jako narušilo. Takže tam musí být to kafe a musí tam být určitý typ sešitu s tvrdýma deskama, do kterého píšu, který jako nesmí být linkovaný, určitý typ
tím, čím jako píšu, což vlastně asi před 10 lety byl takový obrovský zlom v mém životě, jsem přestal psát mikrotuškou, protože nějak v prvním světle potom to bylo špatně, když jsem tam dělal vpisky. A začal jsem psát takovou zvláštní tuškou ingoustovou, kterou jsem jako strašně dlouho jako vybíral. Takže jako chci říct, že tady ty věci nejsou nějaký nepodstatný, že to se vlastně strašně, že to tvoří to tělesný a duševní a všechno to tvoří takový celek a když z toho vypadne jedna část, tak jako hrozí, že se to prostě brouchá všechno. J'ai mentionné donc le fait de me lever souvent assez tôt, de prendre un café avant de me mettre à écrire. Ce ne sont pas des choses en apparence triviales, mais en fait ce n'est pas du tout trivial, en tous les cas pas pour moi. Je pense que l'écriture s'accompagne d'un certain nombre de rituels, et si un de ces rituels venait à faire défaut, l'équilibre serait déglingué. De la même façon, c'est très important pour moi d'avoir un type de cahier très précis, à couverture solide, sans ligne, d'avoir ce avec quoi j'écris aussi doit être quelque chose de très précis. Il y a eu une grande brisure dans ma vie il y a 10 ans à peu près, lorsque j'ai arrêté d'écrire avec des critériums, parce que je n'y voyais plus clair le soir, et j'ai assez longuement cherché pour trouver de quoi écrire, donc j'ai finalement choisi un type de crayon à l'encre spécial qui me convient. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a un équilibre fragile entre les dispositions physiques et mentales lorsqu'on se met à écrire. Je crois que si un de ces éléments venait à manquer, cela ne marcherait plus. Já se omlouvám, já přece jen trochu popíchnu. Tohleto vlastně popisujete i ten fyzický proces toho psaní a jak je to vlastně přirozený. Ale má psaní funkci, nebo proč člověk vlastně píše? Nebo jestli to, já si myslím, že na to nejde odpovědět, ale proto se na to ptám. J'essaie de pousser M. Ayvaz dans ses retranchements. Ce que vous décrivez, et c'est assez compréhensible et assez beau, je trouve, ça montre à quel point l'écriture est quelque chose qui nous vient naturellement, sans parfois même pouvoir vraiment expliquer comment. Mais voilà, j'insiste, d'accord, mais est-ce que l'écriture a une fonction? Pourquoi on écrit, s'il est si tenté qu'il soit possible de répondre à ce type de questions? No, na to se vlastně opravdu strašně těžko odpovídá a asi kdyby to člověk věděl, tak je otázka, jestli vůbec by to psaní mělo smysl. No, je to takový vlastně, to psaní, já bych spíš přirovnal k nějaký takový práci zahradníka, který tam pěstuje nějakou zeleninu nebo nějakou květinu, to je jako jedno, ale to je jako ptát se ho, on jako cítí, že se o tu květinu jako musí nějakým způsobem starat, ale on ji vlastně nevytváří, ta květina si nějak prostě sama ví, tomu jenom dělá nějaké podmínky a vlastně to jako kdybychom se ho ptali, jako jaký má smysl ta květina, jo? To se ale, nebo třeba i nějaká zelenina, ono to je jedno. Na to se jako těžko odpovídá, protože jako smysl té věci zase není, aby byla hezká nebo aby jsme ji snědli, to jsou takové všechno věci, které jako do ní nějakým způsobem vkládáme až jako druhotně. Ona si má nějaký svůj jako vlastní smysl, ale právě tím, že si ten svůj smysl takhle nějak uchovává v sobě, to je na ní jako to úžasné a to nutí toho zahradníka, aby teda se o ní staral a to nutí toho spisovatele, aby teda se podobným způsobem teda staral o to dílo, který teda víceméně si taky nějak roste sám. En effet, c'est une question difficile à répondre. Je crois en plus que si nous pouvions y répondre, l'écriture justement perdrait de son... Enfin, on cesserait probablement d'écrire si on savait pourquoi on faisait cela. La question du sens... je vais peut-être comparer cela ou prendre une analogie. Je pense que c'est un peu comme le travail d'un jardinier, par exemple. Un jardinier, lorsqu'il cultive des légumes ou lorsqu'il s'occupe de plantes, de fleurs, je crois qu'il lui serait difficile de répondre à la même question, la question du sens, du pourquoi de ses actions.
La fleur est née et pousse toute seule en quelque sorte, et le jardinier ne fait que créer les conditions propices à sa vie. Et le sens de cette fleur, il lui est inné. Et ensuite, alors bien sûr, on pourrait dire oui, alors on s'occupe d'une fleur parce qu'elle est belle, ou on cultive des légumes pour pouvoir se nourrir, mais ça vient après, je crois, c'est finalement secondaire. Le sens profond de la fleur ou des légumes, peu importe, dont on s'occupe le jardinier, est un sens... le jardinier est à l'écoute du sens premier et en fait s'en occupe tel que la plante le lui dicte. Et je crois que le travail de l'écrivain, c'est à peu près pareil. L'œuvre croît d'elle-même et l'écrivain fait en sorte de lui créer les meilleures conditions possibles au monde. Qui demande à ce qu'on lui fasse de la place, à ce qu'on crée un espace, à ce qu'on crée des conditions propices pour que ce quelque chose puisse naître, puisse venir au monde, et que, en fait, mon attitude est celle de quelqu'un qui est à l'écoute plutôt que de quelqu'un qui consciemment chercherait à transmettre, exprimer quelque chose. Parfois on dit aussi que les écrivains écrivent pour exprimer des idées. Je crois que c'est encore pire, et que lorsque il y a des auteurs qui essaient de faire consciemment cela, le résultat est encore moins intéressant. Nicméně samozřejmě při četbě textu člověk se neubrání nebo zpětně, když v něm se uleží ten text, neubrání se jistým dojmům, jisté interpretaci, a přítomnost hned na začátku toho románu knihy a kniha, která je bránou do jiného světa, tak člověk se nemůže ubránit tomu, že ta kniha má nějakou funkci, nebo ten text všeobecně literární může mít nějakou funkci. V tomto případě navést čtenáře, aby měl otevřené oči. Nevím, jestli byste s tím souhlasil, vzhledem k tomu románu. Oui, pardon. Alors, en lien avec ce que vous venez d'entendre, forcément, un lecteur, lorsqu'on lit un livre et lorsqu'on le laisse mûrir en soi, on a des impressions, des interprétations. Et ici, je ne peux m'empêcher d'avoir ce sentiment que ce livre, situé ici au début du roman, qui est un portail vers un autre monde, c'est... le livre, le roman, l'autre ville, le roman de Mikhail Aivaz, amène le lecteur, ou lui prend la main et l'invite à avoir les yeux ouverts en quelque sorte, à regarder les choses avec une attention autre, peut-être plus profonde ou différente en tous les cas, avec un regard d'enfant peut-être justement, débarrassé de toutes habitudes de nos vies quotidiennes. Est-ce que vous serez d'accord ?